Qui ne connaît pas les amours? Des chiffres et des lettres, question pour un champion, money drop, qui veut gagner des millions? N'oubliez pas les paroles, les 12 coups de midi, mais aussi la France a un incroyable talent, le meilleur pâtissier, Koh-Lanta, Fort Boyard. De 7 à 77 ans, voire plus, les jeux télévisés sont des rendez-vous incontournables du petit écran pour toute la famille. Divertissants, instructifs, captivants, ils s'invitent dans nos foyers aux heures de grandes écoutes et font la joie des aficionados du buzzer, des intellos, des warriors, des stratèges. En un mot, ils ne laissent personne indifférent. Mais connaissez-vous leurs véritables histoires? Qui sont ces cerveaux enflammés, capables d'imaginer des scénarios rocambolesques qui sauront tenir en haleine des millions de téléspectateurs? Comment écrit-on un scénario de jeu? Comment le produit-on? Qui sont celles et ceux qui vont travailler d'arrache-pied pour que l'imagination d'un scénariste tout seul, dans sa chambre, devienne un succès planétaire? Vous n'avez pas la réponse? Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous éclairer. Écoutez cette série de podcasts initiée par la SAGE, la Société des auteurs de jeux, et plongez dans un univers mathématique, poétique et spectaculaire. Pour moi, chaque musique de jeu, c'est une musique de film, c'est la même intensité, c'est la même émotion. La technique doit être au service de l'histoire. Donc si on remonte, c'est bien, on écrit l'histoire, on la dessine, et ensuite on voit avec quelle technique on va travailler. Soyons clairs, l'auteur de jeux TV n'est pas seul. Il est entouré de partenaires hautement qualifiés qui sauront l'aider à surmonter les obstacles et à faire naître l'œuvre télévisuelle cachée dans sa tête. Des artistes au service d'une histoire qui vont en dessiner les contours, les décors, en concevoir les musiques, le sound design. En un mot, des artistes qui vont, à travers leur art, métamorphoser l'histoire pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Nous touchons là au cœur du réacteur, d'une fusée qui va nous emmener très loin dans des mondes imaginaires. Des immersions visuelles et sonores dans des univers insoupçonnés rendus possibles grâce à la technologie. Mais ne vous y trompez pas, la technique n'est pas tout. La plus grande force de ces artistes est cachée dans leur cerveau puissant. De la feuille de papier, du dessin au décor virtuel, des notes posées sur une partition, aux symphonies cinématographiques guerrières. Décidément, l'univers du jeu TV n'a de cesse de nous surprendre. Ludovic Mailleux, je suis directeur artistique, graphiste et métamondien. En fait, j'ai démarré une formation à l'école Boulle, aux arts appliqués, à l'époque où on ne travaillait qu'en analogique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'ordinateur avec nous et on fabriquait absolument tout à la main. Donc en fait, on a été formé à tout ce qui est dessin d'observation, maquette et dessin d'animation aussi. Donc moi, la formation était plus orientée sur l'architecture et la scénographie. Quelques années après mon diplôme, eh bien là, je suis rentré dans une école de formation 3D, puisque la 3D arrivait à grands pas et j'ai vite compris que ça allait être l'avenir dans nos métiers. Haris Berberian, compositeur, producteur, réalisateur des musiques pour l'audiovisuel. Alors mon parcours, c'est assez classique, on va dire. Conservatoire à Lille, 7 ans. Conservatoire supérieur de Paris. Et assez vite, en fait, compositeur pour un gros studio de musique de pub. Et juste après, en fait, c'est la télévision. Juste après, en fait, c'est un coup de fil et une première émission avec Hervé Hubert. Petite pause. Hervé Hubert. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Hervé Hubert est producteur de jeux TV, un grand nom de l'audiovisuel à qui l'on doit des succès comme Le Big Deal, Crésus, 1 contre 100 et plus récemment Masked Singer. Voilà, pour plus d'informations, je vous renvoie à sa fiche Wikipédia parfaitement détaillée. On y retourne ? Qui a tout lancé en fait. Une émission qui n'est jamais sortie d'ailleurs. C'est la 13e question. Juste après, en fait, voilà, c'est la télé qui m'a un peu absorbé, on va dire. C'est un parcours classique d'étudiant au conservatoire et pour être compositeur, en fait.
En gros, on est avant tout des éponges, c'est-à-dire que en fait, on va se nourrir de l'histoire de nos clients, que ce soit des producteurs, des auteurs, des animateurs, des scénographes même. Et en fait, c'est au travers de cette histoire qu'ils vont nous raconter qu'on va imaginer des univers, qu'on va imaginer des habillages, qu'on va imaginer des décors. Et donc pour nous, ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on fabrique est vraiment dédié à cette histoire, au service de cette histoire. Donc c'est avant tout la création, et c'est pour ça qu'on met un point d'honneur, et moi particulièrement, sur le fait que je vais dessiner d'abord l'histoire avec mon client, pour plein de raisons. La première, c'est que le dessin permet de garder l'imaginaire de la personne qui le regarde. Si vous amenez une image finie, que ce soit une photo ou une 3D, la personne qui regarde cette image est bloquée en termes d'imaginaire. C'est-à-dire qu'il va vous dire, bah oui, ça me plaît, ça me plaît pas. Enfin, oh non, je le voyais pas comme ça. Un dessin, il y a plein de choses qui existent, mais il y a plein de choses suggérées. Et donc après, c'est l'imaginaire en fait de votre client qui va lui parcourir votre dessin et qui va amener aussi des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'abord ce travail d'analyse du storytelling et ensuite de mettre ça en image sous forme de croquis et de storyboard, parce que du coup, voilà, le storyboard, la case, permet côte à côte de raconter une histoire. Bah, mon métier, c'est de composer des musiques, c'est de réfléchir et de trouver les thèmes, les musiques qui vont surtout embellir en fait les images ou les directions que j'aurai en fait du directeur artistique qui doit me commander en tout cas les musiques. Avec les jeux télé, on va dire une fois que la mécanique est bordée, eh bien, à partir de ce moment-là, l'idée c'est de voilà, construire tout un univers, encore une fois, au service de l'histoire. Et c'est vrai que on n'a jamais posé de limite. Oui, c'est pas la technique en fait qui doit vous guider. La technique doit être au service de l'histoire. Donc si on remonte, c'est bien, on écrit l'histoire, on la dessine, et ensuite on voit avec quelle technique on va travailler pour être au mieux au service de l'histoire. Alors, on est obligé de faire des compromis, évidemment, pour plein de raisons, techniques ou des raisons financières, hein, mais voilà, ça c'est pour moi, c'est dans un second temps. La technologie a pris tellement de place dans nos métiers qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes qui vont, elles, définir en fait une technique et ensuite mettre une histoire dedans. Alors en fait, c'est l'inverse qu'on doit faire. C'est ça qui est important. J'ai envoyé des maquettes à Endemol à l'époque, et c'est Hervé Hubert qui a récupéré ces maquettes-là. Il a beaucoup aimé, probablement, et j'ai reçu un coup de fil de Bruno Tirette. Je vous arrête encore. Bruno Tirette, un autre producteur de jeux émérite, brillant, mais discret, qui se cache derrière de nombreuses productions que vous connaissez sûrement. Harris, tu peux continuer. Qui travaillait avec Hervé Hubert à l'époque, et il m'a dit, écoute, on est en train de créer un nouveau jeu, est-ce que tu peux faire une maquette? Vous serez plusieurs compositeurs sur les coups, mais voilà, on ne te connaît pas, on va voir. Alors, le jeu, c'était un jeu qui s'appelait La 13e question, avec la gaffe. Le jeu n'est jamais sorti, en fait, mais ils ont gardé ma musique. Du coup, Bruno Tirette m'a appelé, il m'a dit, écoute, on adore ta musique, on va travailler ensemble. Malheureusement, ce jeu-là ne va pas sortir, mais ne t'inquiète pas, il aura d'autres trucs. Et il a eu Crésus, juste derrière, en fait, avec la gaffe aussi, où finalement, voilà, j'ai fait les musiques, et c'était mon début, on va dire. Nous sommes la communauté suisse avec des héritiers hors pair exceptionnels, les chouchous. Et puis, votre chouchou à vous, l'extraordinaire, le merveilleux, regardez, ça va apparaître. Sans la gaffe, ouais! Pour les jeux Crésus, en fait, il y a une histoire assez marrante, en fait, que je vais vous raconter. Les DA du projet, il me dit, écoute, on a deux idées. On a une musique, en fait, un remix de la 5e de Beethoven, et il y a aussi, en fait,
Gladiateur. Mais je dis, mais ça n'a rien à voir. Mais oui, mais voilà, c'est ça qu'on écoute, c'est ça qu'on a envie de... Mais garde plutôt les remixes de la 5e, parce que TF1 adore cette musique-là. Je dis, ok, d'accord, mais je prends la 5e de Beethoven. Enfin, c'était un morceau funky, en fait, très funky, mais avec la 5e du Beethoven. C'était un truc comme ça. Oh, j'écoute, je dis, mais c'est très difficile. On peut rien faire. Et puis j'ai passé une soirée, 2 soirées à réfléchir, en fait, les nuits, tout ça, à réfléchir comment je peux faire. Et à un moment, j'ai une idée. Je dis, mais si je prends la 5e et je la transforme. Au lieu de faire ta-ta-ta-dam, je fais ta-ta-ta-dam. Et j'ai commencé à travailler, en fait, avec des cordes, tout ça, pour faire un gros son d'orchestre. J'ai ramené même 2 vrais violons pour jouer, en fait, pour donner encore plus les vrais sons des cordes. Et j'ai composé une musique très funk pop, on va dire, mais avec ces passages-là, la tierce qui monte, en fait, au lieu d'une tierce qui descend, en fait. Et je l'ai envoyé à TF1, et ils ont adoré, et ça est devenu la musique de Crésus, en fait. En fin de compte, c'est la 5e renversée. La 5e de Beethoven qui s'est renversée, en fait. Voilà comment on réfléchit, comment on avance un peu. En fait, quelquefois, c'est à hasard, quelquefois, c'est juste une proposition de la part, en fait, de la chaîne ou du DAB. Pour moi, la grande qualité, c'est d'être à l'écoute, parce que, en fait, c'est des métiers où il faut... c'est un don de soi. Il faut énormément prendre sur soi quand on travaille, parce qu'en fait, nos métiers de création, voilà, on sort pas ça du chapeau. Donc, c'est quelque chose qui nous est très propre. Moi, voilà, je me réveille le matin, j'ai pensé à plein de trucs dans la nuit, et je les dessine, et souvent, voilà, ça strike, comme on dit, derrière. Donc, ce qui est important, c'est effectivement d'être à l'écoute des gens, parce qu'encore une fois, on est au service de l'histoire. Moi, je ne suis pas là en soi pour me faire plaisir. Je suis là pour servir une idée, pour servir un client. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Donc ça, c'est pour moi la première qualité. Et la deuxième qui en découle, c'est que, en fait, la curiosité, l'observation, dans le monde qui nous entoure, parce que effectivement, mettre en scène, que ce soit des habillages, de la scénographie ou des décors, il faut avoir cette vision en 3 dimensions pour pouvoir s'imaginer les espaces. Nous, dans nos métiers, on parle de cadrage au centre, de cours, de jardin. Donc, il faut avoir cet espace scénique en tête. Et pour l'avoir en tête, eh bien, il faut observer l'univers dans lequel on est. Donc ça veut dire travailler beaucoup l'observation. Mes collaborateurs, j'essaye en tout cas de leur transmettre aussi le dessin d'observation. Parce que bah, voilà, les outils aujourd'hui sont magiques dans la 3D, on peut tout faire. Mais si encore une fois vous n'avez pas votre histoire et que vous ne savez pas forcément la dessiner, bon bah voilà, ça peut créer après des projets un peu bancals. Alors que si on dessine bien les choses une par une et qu'ensuite ça part en fabrication, on a un vrai résultat. Une fois que j'ai mes notes, en fait, ça peut être des notes, en fait, du texte, hein, où j'écris angoisse, machin, tout ça, mais aussi des notes musicales, parce que moi j'aime beaucoup noter, en fait, sur une partition. Je suis un peu l'école où, comme les créateurs dessinent, et ben moi j'écris mes notes. Si j'ai une idée, par exemple, pendant les réunions, je sors un bout de papier de partition, en fait, hein, et je note mes notes. Je note des idées comme ça, parce que j'arrive quand j'écris, j'écoute mes notes, en fait. Je sais comment ça va sonner. Alors j'écris mes petites notes, je prends des notes comme ça, je dis, ah, do, mi, je note un truc. Et puis une fois que tout ça, c'est dans ma tête, ça commence à se concrétiser, ben, j'arrive au studio, là où on est, j'allume tout ça, et je me mets devant mes ordi, et je me dis, ok, je prends tous les petits papiers, en fait, toutes les petites notes que j'ai notées, et je commence à les jouer au piano. En ayant quelquefois les images qu'il m'envoie, c'est ce que je dis au début, les photos, toutes ces photos-là que Ludo ou tous les créateurs m'envoient, ben je les mets sur les murs, je regarde comme ça, et je fais mes petites notes, et je regarde. Je dis, est-ce que ça colle pas? Non, ça colle pas, ou ça colle. Et quelquefois, il y a un truc qui se passe, ça veut dire que je joue au piano, et en regardant en fait les plateaux ou les textes qu'ils m'ont envoyés, je sens en fait que ça colle. Je dis, mais c'est ça, je vais envoyer ça.
Et là, c'est pas fini par contre. Là, moi, j'envoie, mais après, il faut qu'ils valident. Et là, mais par contre, c'est une autre histoire. C'est-à-dire, s'ils ne valident pas, il faut qu'ils me guident un peu plus. Mais on a déjà un point de départ. Et le point de départ, c'est ça, en fait. C'est juste au piano, quelquefois, avec les photos, en fait, que je reçois au fur et à mesure. Dans l'univers des jeux, quand on reçoit les scénarios des auteurs, moi je précise bien avant qu'il n'y a pas de limite. Donc en fait, son histoire, il ne doit pas se soucier de comment ça va être présenté, quelle technologie on va utiliser. L'important c'est qu'il nous décrive exactement son idée de mécanique de jeu et de l'histoire qu'on doit raconter autour de cette mécanique. Donc, à partir de ce scénario, on va souvent apporter un jardin beaucoup plus large que celui que l'auteur s'imaginait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va tourner avec des technologies temps réel en plateau. Donc, on va vraiment immerger, partir dans des immersions complètes d'univers. Et par exemple, dans un jeu, vous pouvez vous retrouver avec une mécanique qui serait sur un décor physique, entre guillemets, classique. On ne va pas pouvoir se projeter dans différents univers, dans différentes manches du jeu. On peut le faire, mais les moyens sont très restreints quand on travaille en physique. Et puis, bon, faut pas se le cacher, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc, le virtuel permet aujourd'hui d'offrir aux scénaristes des immersions qui vont faire voyager à la fois les joueurs, les gamers qui y a en plateau, les candidats comme on dit, mais aussi les téléspectateurs, parce que il y a une partie qui existe en plateau, et puis il y a une partie aujourd'hui, c'est ça qui est magique, qui existe à l'antenne, et que sur le plateau, on le voit avec des retours, mais on est immergé soit dans du verre, soit c'est de la réalité augmentée qui vient par-dessus les différents éléments en plateau. Pour un jeu télé, en fait, on commence par les génériques. D'abord, en fait, il faut que la production valide les génériques. On fait pas ni des bruitages, ni des nappes avant de valider un générique. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a les génériques, moi, ça m'aide beaucoup parce que je sais aussi la direction. Et puis les génériques, quelquefois, on les découpe tellement pour que ça fasse quelquefois du sound design, des fins de phrases. On prend la fin du générique pour finir, par exemple, une question ou une réponse ou une nappe. Nappe, c'est nappe, en fait, c'est toutes les musiques qu'on attend en fait derrière. On les appelle nappes. Tapis, on dit aussi tapis quelquefois. C'est comme les Américains disent pad, en fait. C'est tout ce qui est... On l'attend pas vraiment, ça prend pas beaucoup de place, ça gêne pas beaucoup. Ça nous laisse poser des questions, tout ça. Une fois, en fait, que le générique est validé, on commence à faire les nappes, on commence à faire les sound design. Ça va avec, quelquefois, tous les petits sound design, en fait, qu'on attend quand la question s'affiche, quand la question part, quand les candidats arrivent, quand les jingles aussi. Ça sort aussi du générique, mais aussi c'est des jingles en fait qu'on crée au fur et à mesure de l'émission en fait. En gros, c'est ça, générique, nappe, jingle et bruitage. Et forcément un générique des fans en fait pour finir l'émission. Si il y a un gagnant, s'il y a un perdant en fait, on l'adapte. Forcément, l'histoire dessine l'univers, mais on sait aussi que l'animatrice ou l'animateur doit incarner le jeu. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, où j'ai vite compris que celui qui est au milieu de la piste, c'est à lui qu'on va confier tout le décor, toute la lumière et tout l'habillage. Donc, s'il n'y a pas un minimum de rapport entre son personnage et l'univers graphique, la scénographie qu'il y a autour, c'est très compliqué pour lui de faire vivre tout ça.
Donc l'idée, c'est aussi d'être très proche de l'animateur ou de l'animatrice qui va incarner le jeu. On a transformé Tout le monde veut prendre sa place pour Laurence Boncolini. On a travaillé un univers beaucoup plus féminin que celui qui était travaillé pour Nagui, qui sont deux personnages très différents, qui ont tous les deux leur qualité en tant qu'animatrice et animateur, mais qui vont incarner les choses différemment. Donc pour incarner et le transmettre aux candidats et aux téléspectateurs, il faut encore une fois plonger ces personnes-là dans leur cosmos, si je puis dire, dans leur univers. Donc c'est encore une fois essayer de bien traduire, de bien connaître en fait ces personnes-là pour pouvoir coller un maximum en fait le jeu à l'animateur. Alors, je fais beaucoup plus de jeux plateau. Ça m'arrive aussi de faire des jeux d'aventure, mais la base, ça ne change pas. C'est la même chose. Il y a un générique, il y a les nappes, il y a les jingles, il y a les sound design qu'on crée. En fin de compte, un jeu plateau, un jeu d'aventure, la base, c'est la même. C'est un film. Quelque part, on habille un film, en fait. En tout cas, moi, je les vois comme ça. C'est pour ça que sur certains jeux, en fait, sur les 4e duels par exemple, j'avais demandé à David Rosconval. Merci Harris. Un nouveau nom. David Rosconval, producteur français de jeux TV, qui a produit, entre autres, le 4e duel, Un mot peut en cacher un autre, et, très récemment, un jeu au titre évocateur, La frite. Oui, La frite. On y retourne. À toi Harris. J'avais demandé à David Rosconval de travailler sur les images. C'est la première fois qu'on a fait et on a vu que c'est excellent cette façon de faire. C'est un peu à l'américaine en fait. Les Américains font ça. Ça veut dire, j'ai dit à David, commence à tourner et tu m'envoies au fur et à mesure en fait les épisodes. Et moi je les habille. Ça veut dire, t'as les génériques de fin, t'as quelques nappes. Déjà avec ça tu peux tourner. Mais dès que tu montes l'émission, dès que tu as une émission montée, tu me l'envoies. Et là, on a vu quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai pu travailler directement sur les visages des candidats, carrément, en fait. Ça veut dire sur les expressions, sur les mouvements. Je suivais la réaction des jeunes, en fait, et je l'habillais musicalement. Et on a vu un truc incroyable, c'était vraiment une musique de film. Et quand on l'a vu à la télé, on disait, mais c'est ça qu'il faut faire. Sauf que malheureusement, on a rarement le temps de faire ça. Mais quand ça marche, c'est excellent. Ça apporte beaucoup plus d'émotion. Sur le jeu des spécialistes pour France 3, où on a vraiment travaillé en rapproché avec la production, qui souhaitait sortir un petit peu de ce carcan d'habillage. Et je leur en parlais déjà depuis un petit moment, qu'on pourrait rentrer justement la mécanique sur le plateau. Le jeu qu'anime Karine Tessandier se déroule dans des éléments qui apparaissent virtuellement à l'antenne. Donc on n'a quasi pas d'habillage antenne en fait. Tout est dans ce qu'on appelle les totems ou les sucettes, ça dépend comment on les nomme, sur le plateau. Et à l'intérieur de ces éléments virtuels vient s'intégrer le contenu. Il y a un décorateur, donc ce décorateur a du coup intégré en fait ces éléments-là dans son concept décor. Si on n'avait pas effectivement insufflé ça au départ, on aurait eu sur le plateau des écrans physiques. Mais il n'y aurait plus eu cette magie de je rentre et je sors mon totem suivant les manches. Je peux le mettre dans la couleur que je veux, avec les effets de lumière que je souhaite. Ça laisse une grande liberté après pour le producteur. Mais encore une fois,
C'est toujours un travail lié à l'écriture et au scénario. On met la scénographie au service de l'histoire. Quand les producteurs d'Un contre 100 m'ont appelé en fait pour faire ces musiques-là, pareil, je demandais à voir des images, à savoir comment ça va se passer. Et ils m'ont expliqué en fait que c'est un plateau où il y a une centaine de personnes qui sont en fait à un hauteur, comme ça l'un sur l'autre, presque, avec un sort d'escalier énorme. Et quand j'ai vu les premières émissions tournées, en fait, avant de composer quoi que ce soit, j'ai vu vraiment en fait une armée de 100 personnes contre un, en fait, un contre 100, en fait. Et vraiment, ces personnes-là, ils étaient avec une petite tablette, en fait, devant eux, et ça faisait vraiment des boucliers. Et d'ailleurs, c'était l'idée au début, de faire des boucliers, en fait. D'ailleurs, la production m'a parlé des romans dès le début. Puisqu'Un contre 100, entre parenthèses, c'était un peu la suite de la 13e question, en fait. C'est pour ça que les romans revenaient dans l'histoire. Et j'ai vu tout de suite, en fait, cette armée-là, avec les boucliers, prêts à tuer les candidats en face. Et ça m'a donné cette idée-là de créer une musique de guerre, une musique de combat, en fait, de combat entre 100 soldats contre un, en fait. Et c'est pour ça que cette musique-là est très, très guerrière, en fait. Il faut l'écouter. Il y a l'univers flat qui est arrivé ces dernières années, qui a été insufflé par nos devices. Donc effectivement, on est allé vers une information beaucoup plus directe, beaucoup plus pure, beaucoup plus signalétique. Donc cette tendance-là a migré dans nos habillages. Après, il y a aussi le rapport à cette société où il faut aller vite, où on est dans la consommation de visuels. Donc l'univers flat permet d'être fabriqué entre guillemets plus vite que si on est dans un univers en 3D, donc à un côté un petit peu plus consommable. On peut le changer de manière plus simple, forcément moins cher. Donc oui, ça a été une tendance, mais encore une fois, ça n'arrive pas non plus par hasard, et c'est pas quelque chose qui a été inventé. Quand on prend l'œuvre de Matisse, on est sur de la peinture où il dessinait des intérieurs, on appelait ça en bidimension. Alors nous on appelle ça la 2D, mais à l'époque ils appelaient ça la bidimension. Dali imaginait ses peintures tout en 3D, on le voit, avec en plus cette lumière rasante, ces couchers de soleil qui amenaient des ombres ultra, très lointaines, qui donnaient une force et une dramaturgie au tableau. Matisse, lui, c'était le cliché frontal, et si vous regardez ses peintures, il y a quasi pas, il y a de la perspective, mais c'est suffisamment bien fait dans un univers 2D. C'est ça qui était magique dans sa peinture. Tous ces gens-là n'ont fait que continuer à faire évoluer leur époque et tout. C'est des gens à qui aujourd'hui on fournirait une machine 3D, ils feraient des choses comme nous on fait aujourd'hui à des moments complètement folles, quoi. Alors, il y a un jeu qui m'a marqué et qui m'a donné aussi envie de faire du jeu, c'est Fort Boyard. Le compositeur s'appelle Paul Koulak. Pour moi, c'est un des meilleurs compositeurs de jeux aujourd'hui. D'ailleurs, on lui rend hommage là, parce qu'il est mort l'année dernière, en fait, malheureusement. Voilà, cette musique-là, ça m'a marqué. Et pour moi, en fait, c'est une vraie musique de film, encore une fois. On écoute les génériques de Fort Boyard, on a l'impression que c'est un film qui commence, un film d'action, un film de guerre. C'est magnifique. Voilà, cette musique-là, ça m'a marqué. Il y a d'autres sûrement, hein, mais c'est là, en fait, voilà, c'est quelque chose. Aïe!
Aujourd'hui, la technique 3D, les rendus n'ont plus aucune limite. Vous regardez le réalisme des scènes, vous avez l'impression d'y être. Donc voilà, mais c'est ça qui devient aussi très intéressant, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une ère où il y a eu tout un tas d'évolutions dans nos métiers, l'animation en 2D, le stop motion, le manga, enfin l'animé pour les puristes. Et puis on a vu arriver dans les années 90-2000 des films comme Fourmise ou enfin ça a été pour nous la révolution d'un coup de voir et puis de plus en plus, mais encore une fois, et c'est là où effectivement moi je mets un point d'honneur à valoriser ça, ce sont les jeux vidéo en fait qui nous ont amenés là. C'est-à-dire que les scénaristes des jeux vidéo, eux, ne se sont jamais fixés de limites. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il faut calquer ça dans les jeux télé, parce qu'en plus de ça, l'audience aujourd'hui, vous prenez des populations trentenaires, voilà, c'est des gens qui ont été baignés dans le jeu vidéo depuis le début, quoi. Alors les outils de travail, c'est simple, c'est un ordi et un clavier. Avec ça, déjà, on peut faire tout aujourd'hui. Après, chacun ses habitudes. Mais moi, en fait, d'abord, c'est piano et papier, à musique. Ça, c'est moi. Je prends mes petites notes comme ça, comme je disais tout à l'heure. Et une fois l'idée est là, une fois les premières, comme les dessinateurs, les premières esquisses sont là, et moi, je viens avec mes petites notes. J'allume mon ordi, j'allume mes samples. Mon clavier, et c'est tout. Vraiment, on n'a pas besoin d'autre chose. Sauf si besoin pour le jeu, par exemple, il y a un jeu, je ne me rappelle pas quel jeu c'était, il fallait une voix. Là, il y a forcément un micro, un studio, une cabine, un chanteur, etc. Mais à 90% du temps, on travaille un ordinateur et un clavier. Suffit pour... Aujourd'hui, la musique, c'est comme ça. Toutes les musiques sont pareilles. Puis forcément, tous les sonorités que nous, on utilise, les samples, c'est qu'on dit des samples. Moi, j'ai des samples d'orchestre que j'utilise pour ça, qui imitent l'orchestre symphonique parfaitement. On peut dire que j'ai besoin de mon ordi, l'orchestre symphonique, les guitaristes, mais on a tout dans l'ordinateur. Mon diplôme de fin d'année, on devait présenter une vidéo ou une animation. Et à l'époque, j'ai donc ressorti du grenier mon train électrique pour pouvoir accrocher à mon train électrique en fait une caméra VHS. Et donc j'ai pu filmer ma maquette et faire ma présentation. Avec des moyens très réduits, parce que quand on déplace une caméra sur un train, c'est pas forcément le travelling qu'on souhaite. L'éclairage, c'est des lampes électriques, voilà. Et quand la 3D est arrivée dans nos métiers, eh bien, pour moi, ça a été une révélation, parce qu'en fait, d'un coup, on se retrouvait dans un studio dans lequel on avait tous ces outils, c'est-à-dire les caméras, les objets, les éclairages. Maintenant, on a les particules, on a la physique, parce qu'à l'époque, quand on travaillait par exemple sur des animations d'objets, si je prends une balle de ping-pong, eh bien, avant d'animer une balle de ping-pong, en fait, on filmait une scène avec une balle de ping-pong. Parce qu'on cherchait à recopier en fait les forces physiques de la nature. Donc ce qu'on faisait avant, c'est qu'en fait on filmait nos scènes et ensuite on représentait dans la 3D la balle de ping-pong et on lui faisait faire les mouvements avec les amortis quand elle arrive en haut et qu'elle redescend et qu'elle vient taper le sol et là qu'il y a un effet ressort. Donc ça, c'est des mouvements qu'il fallait observer avant de les représenter, parce que si vous faites juste une balle qui se déplace comme ça, c'est le Tetris ou... Enfin voilà, donc c'était pas ce qu'on souhaitait. Donc du coup, l'arrivée de la 3D nous a permis de gagner du temps, effectivement, dans ce type de production. Et puis ces dernières années est arrivée la physique dans la 3D,
C'est-à-dire que maintenant, quand on déplace un objet dans une scène 3D, on a la possibilité de lui indiquer en fait toutes ses composantes, c'est-à-dire ses textures évidemment, mais son poids, si c'est un objet dur ou mou, sa densité, enfin voilà. Et cet objet-là, on peut le déplacer dans un univers. C'est-à-dire que si c'est dans l'air, dans l'espace, avec des rafales de vent, sous la neige. Tout ça est pris en compte maintenant dans les logiciels 3D. Alors évidemment, tout ça doit être paramétré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, notre métier a grandement évolué, mais même dans la dénomination. Alors, moi, je suis plus au poste de directeur artistique, mais mon équipe, ce sont des gens qu'on qualifie de tech art. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des artistes, mais ce sont des techniciens aussi. C'est-à-dire que quelqu'un, aujourd'hui, qui va modéliser un objet, eh bien, il va être obligé de le programmer aussi. Un spot, enfin tout un tas d'objets qu'on peut mettre dans les scènes 3D qui auront une fonction, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, moi, j'explique, je considère en tout cas qu'on fabrique une matière intelligente. C'est-à-dire qu'on fabrique une matrice dans laquelle est encapsulée des fonctions, comme un objet que vous rangez dans un placard. Sauf que cet objet-là, en fait, il est animé. Donc quand il est dans le placard, il est inanimé. Mais quand vous le ressortez du placard, vous le mettez dans une scène, il embarque avec lui tout son process d'animation. C'est en ça où aujourd'hui, nos métiers sont vraiment en train d'évoluer de plus en plus. Dans la musique de jeu, il y a des codes, il y a des règles, c'est sûr. Après, on peut très bien ne pas les respecter à 100%, mais il y a des codes. Par exemple, un générique, ça doit durer 20 secondes, 25 secondes. Ça doit être dynamique, ça doit être fort, ça doit donner envie aux gens qui écoutent les génériques. Enfin, l'idée, en fait, c'est que, comme on parle souvent de la ménagère de 40 ans, en fait, cette fameuse ménagère qui est dans la cuisine, qui écoute les génériques, elle savent à ces moments-là que son émission commence et doit tout laisser pour aller voir, en fait, l'émission. Alors, tout le travail, c'est faire, en fait, ces génériques-là appellent au début d'émission. Il y a des règles, en fait, on connaît tous. Ça veut dire qu'il faut que ça soit dynamique, il faut que ça pète, comme on dit au début, il faut que ça claque, cette musique-là, et il faut que ça dure 20 secondes. Ça veut dire qu'il faut exprimer un thème, une intro, un thème et un fin en 20 secondes. Ça, c'est sur le jeu. Ou 15 secondes, quelquefois. C'est vraiment très limité. Sur la musique des films, par exemple, on a beaucoup plus de temps. Voilà, une des règles. Après, les nappes, par exemple, les musiques d'ambiance, il faut que ça soit très bas, il ne faut pas qu'il y ait des sons qui sortent, parce que voilà, s'il y a des sons qui sortent, ça peut perturber l'animateur qui parle ou les candidats qui parlent. Quelquefois, quand je compose des nappes, par exemple, je laisse une voix parler pour voir que la voix humaine, par exemple, sort plus que ma nappe. Là, j'aime pas l'autre, on va dire. Un peu, voilà, quelques règles musicales, on va dire. J'ai travaillé avec Vincent Lagaffe pendant des années. J'ai travaillé avec Jean-Luc Reichmann pendant des années. Ce sont entre guillemets ce sont des artistes et c'était à chaque fois de très grands défis. Donc effectivement, on nous poussait beaucoup dans nos retranchements et c'est comme ça qu'on a pu aussi évoluer. Mais je dirais que ce dont je suis le plus fier, c'est effectivement toute cette histoire depuis 25 ans qui nous a fait démarrer sur des jeux télé qui étaient encore entre guillemets un peu old school et dans lesquels on a pu travailler avec tous les corps de métier et magnifier et faire rendre les choses de plus en plus magiques. Il y a 20 ans, c'était compliqué de demander à un animateur ou une animatrice d'imaginer un objet devant elle ou devant lui et de dire ben voilà, ça va sortir du chapeau. Aujourd'hui, voilà, les gens sont aguerris à ça et puis voilà, les personnes dont je vous ai parlé sont tellement animées par leur métier que voilà, ce sont des enfants qui s'amusent tous les jours. Donc
pour nous, c'est très très riche en expérience et je suis très fier effectivement d'avoir accompagné l'histoire des jeux en télé, parce qu'encore une fois, travailler sur un jeu quotidien, 7 sur 7, c'est un sacré défi, parce qu'on le sait tous, le plus compliqué n'est pas d'être en haut de l'affiche, c'est d'y rester. Donc c'est vrai que j'ai toujours poussé mes équipes vers des choses nouvelles pour qu'on ait toujours cette charte de qualité très très haute et encore une fois qu'elle soit au service de l'histoire du jeu ou des volontés de l'animatrice ou de l'animateur qui pouvait éventuellement avoir des envies de jouer telle et telle scène ou telle et telle chose avec tel moment dans la mécanique. Ça c'est excitant effectivement. Voilà, ce nouvel épisode s'achève. Nous venons d'écouter 2 personnalités importantes dans le petit monde des jeux TV. Des artistes qui ont contribué au succès de nombreux jeux français. Des garçons dans le vent qui n'ont de cesse d'imaginer des univers merveilleux, des musiques fabuleuses. Des partenaires indiscutables pour les scénaristes de jeux TV qui peuvent, en s'appuyant sur leur art, mettre au monde des histoires fantastiques, mystérieuses, émouvantes, effrayantes. Des histoires inoubliables.